Et ça, c'est une information de taille. Quand le personnel des ambassades, généralement, commence à quitter les lieux, c'est que c'est pas bon, C'est pas bon signe. comme on dit. Tout à l'heure, d'ailleurs, je vous invite à réécouter la première heure d'Europe 1 Soir. Nous étions avec Pierre Pallavi, qui est membre de la famille impériale du Shah d'Iran, et qui nous expliquait des choses, et notamment quel islam allait revenir si jamais. D'abord, il faut ressouder le pays, parce que c'est un pays qui est divisé en différentes tribus, ethnies, groupes politiques, religieux, ethniques, d'identités très différentes. Et puis surtout, voilà, on quitte le régime des mollahs, donc cet islam radical, terrible. Mais pour quel islam? Un islam modéré, si tant est qu'il y en ait un, c'est difficile. Alors, on leur souhaite en tout cas, mais c'est intéressant ce qui se passe en Iran, parce que pour ceux qui sont un petit peu cinéphiles, il suffit de regarder en fait le contenu du cinéma iranien, qui avait un peu une nouvelle vague, et pendant très très longtemps en fait c'était un cinéma de liberté, et au moment où il y a un durcissement du régime, on sent que tous les réalisateurs partent et fuient en fait, parce qu'ils ne peuvent plus parler. Moi en effet, le régime des mollahs a l'air de tomber, mais qu'est-ce qu'il y aura derrière? Est-ce qu'il y aura une place à nouveau pour les femmes, pour la culture, pour toutes ces choses-là? Mais il y a eu, avant la Il y a révolution eu, de bien sûr, 79. il y a eu, mais est-ce qu'ils y arriveront à revenir? Parce que c'est quand même une poudrière dans cette région. Donc moi, on espère en tout cas qu'il y aura quelque chose qui soit un petit peu de l'ordre d'un islam lumineux, qui puisse prendre la relève. Parce que si c'est pour revenir à un islam qui soit finalement à peu près pareil que celui qui viennent de quitter, ça n'a aucun intérêt pour la population. Ça va juste être un changement de régime fantoche. Hélène, Ça n'a effectivement aucun intérêt pour la population, mais je pense qu'on peut aussi partir du principe que dans tous les cas, ça peut pas être pire. Donc effectivement, nous, de notre regard d'occidentaux qui regardons ça et qui soutenons les Iraniens, effectivement, on ne peut que leur souhaiter surtout de tenir, parce que on commence vraiment à se rendre compte que la répression, elle est extrêmement sanglante, que ça tire à balles réelles, malgré les menaces de Donald Trump. Pour l'instant, visiblement, le régime n'en a que faire. Gros signe aussi, aujourd'hui, effectivement, la convocation des ambassadeurs européens, français, anglais, allemands et italiens. Effectivement, c'est une coup de force, en fait, un coup de force du régime iranien qui essaye de contrôler le récit. J'ai aussi entendu qu'il leur montrait précisément les vidéos de ce qui est en train de se passer. C'est une offensive assez grande aussi, je dirais, vis-à-vis des Occidentaux. Donc oui, chaque jour, effectivement, on avance un petit peu là-dessus, entre espoir et inquiétude. Réaction d'Emmanuel Macron, qui dénonce la répression d'État. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Comme toujours avec lui, en fait. Et cette question, est-ce que les politiques français sont trop silencieux sur la question iranienne? Écoutez le directeur général de Fondapol, Dominique Régnier, qui critique la stratégie électorale, notamment de la gauche française. LFI, le PC, les écologistes et malheureusement aussi une partie du Parti socialiste, à la recherche au fond d'un électorat perdu, s'est orienté vers les Français musulmans qui sont pour cette gauche-là une sorte d'électorat de substitution. C'est un travail qui a commencé il y a quelques années et qui se poursuit. Et cette gauche a le sentiment que de critiquer le régime iranien reviendrait à critiquer l'islam, ce que ses électeurs seraient supposés ne pas accepter. Ce qui veut dire aussi que cette gauche-là a des idées extrêmement simplistes, voire méprisantes en ce qui concerne les Français musulmans, et qu'elle les considère tous au fond comme très sensibles à la cause islamiste et ne pouvant pas supporter la critique d'un régime despotique comme celui que l'on voit en Iran. Voilà, alors Manon Aubry, qui était ce matin au micro de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1, oui, a condamné, à force quand même de répétition de Sonia Mabrouk, qui, oui, effectivement, c'est un régime. Et après est arrivée quand même l'histoire de la fillette voilée. Et là-dessus, très très difficile de comprendre ce que dit l'eurodéputée Manon Aubry, parce que oui, mais vous comprenez, en Iran, elles sont obligées de porter le voile. Et Sonia qui dit, mais attendez, en France aussi, il y a des fillettes qui sont obligées. Et là-dessus, alors on fait du slalom spécial, on contourne, on répond pas. C'est compliqué, pour ne pas dire autre chose, Hélène Rouet. C'est très compliqué, surtout que s'il y a bien quelqu'un qui s'y connaît, qui a cornerisé, si je puis dire, Manon Aubry, c'est bien Sonia Mabrouk, précisément sur ce sujet-là. On voit ici la grande incohérence des LFI, des écologistes aussi, il ne faut pas les oublier. Et effectivement, ils sont complètement à contretemps de l'histoire. On se rappelle aussi de la réflexion qu'avait eu Marine Tondelier quand ces fillettes voilées, qui je rappelle évidemment sont mineures, pour la plupart élevées autour de 13-14 ans. Et quand Marine Tondelier dit tout de suite qu'on lâche la grappe aux femmes, alors qu'en Iran,
quand on voit que Mahsa Amini, elle y a laissé sa vie en 2022 pour le droit de retirer son voile. Donc effectivement, on est complètement à contretemps. Il y a eu pareil un tweet de Marine Tondelier sur l'histoire du voile, l'histoire du soutien aux Iraniennes, qui était en réalité un grand filet d'eau tiède, parce que ces gens-là sont incohérents, ils le savent très bien. Et Dominique Régnier le dit extrêmement bien. Ils ont un autre agenda, et c'est une vision électoraliste de la chose. Ophélie Roch. Oui, puis ils ont même pas de panache, vous voyez. Enfin, c'était lamentable à regarder. Moi, je préfère. Ce que disait Laurent Tessier dans son billet ce matin sur Europe 1, comme quoi les tweets sont arrivés mais extrêmement tard, en fait, les uns après les autres, mais sans saveur ni couleur. C'est dégradant, et je pense qu'ils s'en sortiraient à la limite la tête un peu plus haute, même si je serais en désaccord total avec ses idées. Mais si, comme il faisait un petit peu comme Sartre à l'époque avec le communisme, et qui disait Franco, on croit à ça. Parce que là, vous avez le sentiment en fait qu'ils sont gênés, ils sentent bien que humainement il y a un problème quand même, et ils peuvent. Et en même temps, oui, mais on a peur. Donc en fait, pour moi, c'est le pire des deux mondes. Ils ont, si vous voulez, ils se mettent volontairement en situation d'échec, parce que de toute façon, leur électorat peut-être potentiel n'est pas dupe. Ils voient bien que c'est des choses qui sont quand même assez tièdes, parce que finalement, la raison. On ne peut pas dire des choses en disant ah bah non, oh là là, ça alors. Mais j'ai vu quand même que Sciences Po avait manifesté aujourd'hui pour protester entre ce qui se passait justement en Iran. Ils ont mis du temps. Vous voyez, on est dans un système en déliquescence qui n'a même pas le courage de ses convictions, parce qu'au fond, il sait déjà un petit peu, il y a aussi l'histoire avant. Je pense que quelque part, ces gens-là se rendent compte aussi que d'une certaine manière, ils sont peut-être pas toujours du bon côté du manche.